donc un risque malformatif, un risque cognitif plus un risque d'autisme, c'est très logique de mettre en fait une énorme surveillance et de dire attention, tout faire pour ne pas avoir de grossesse sous des paquines. Il y a quand même des questions qui restent complètement irrésolues. D'abord, c'est vraiment cette question de la dose dépendance, c'est-à-dire que clairement, vous voyez, ça c'est le risque de malformation fétale en fonction de la dose, et bien sur des petites doses de dépakine, c'est-à-dire aux alentours de 500 mg, le risque de malformation, il existe, il est plus élevé que dans la population générale, mais il n'est pas majeur. On est à 5% versus 3% et demi. Il y a par ailleurs le fait, et ça pour nous c'est quand même un gros problème, que dans certains types d'épilepsie, la dépakine est le seul médicament efficace. Et que dans ce cas-là, on est vraiment pieds et mains liés sur la dépakine, parce que si on enlève la dépakine, on va déséquilibrer l'épilepsie, on va faire revenir des crises, et notamment des crises convulsives, parce que c'est plutôt dans les épilepsies généralisées, notamment dans les épilepsies myocloniques juvéniles. Là, c'est vraiment le prototype de l'épilepsie où la dépakine est vraiment la plus efficace. Ce n'est pas tellement dans les épilepsies focales, dans les épilepsies partielles. Dans les épilepsies partielles, globalement, on peut s'en passer. Mais dans ces épilepsies généralisées, notamment dans l'épilepsie myoclonique juvénile, là, c'est beaucoup plus compliqué et c'est souvent le médicament qui marche le mieux. Alors, je pense qu'on en reparlera après. Je crois que globalement, on fait tout pour qu'il n'y ait plus du tout de grossesse sous dépakine, mais ça ne veut pas dire qu'on ne prescrit plus de dépakine. Vous voyez, c'est-à-dire que tout passe dans l'information, c'est-à-dire que quand vraiment on a tout essayé et puis qu'on continue à avoir des crises traumatisantes, qu'on a une qualité de vie qui est effroyable parce qu'il y a des crises, on met de la dépakine et puis on dit à la jeune femme, quand vous voudrez être enceinte, on réenlèvera la dépakine, quitte à redéséquilibrer votre épilepsie le temps de la grossesse, et puis au jour J de l'accouchement, on reprendra la dépakine. Et moi, je fais comme ça des yo-yo incroyables de médicaments avec mes patientes, c'est-à-dire dépakine, pas dépakine, dépakine, pas dépakine, avec à chaque fois un risque de déséquilibre. En tout cas, voilà, je crois qu'il faut le savoir. Et puis bien sûr, et là peut-être que Stéphane tout à l'heure l'abordera, il y a le cas des petites filles, c'est-à-dire une petite fille de 6-7 ans qu'on met sous dépakine. Peut-être que la dépakine aura été arrêtée au moment où elle voudra avoir des enfants. Toujours est-il que ça a quand même énormément changé notre pratique, et notamment, on n'instaure plus aucun traitement avec de la dépakine chez l'adolescente ou chez la jeune femme. On essaye vraiment toutes les alternatives thérapeutiques avant d'arriver à la dépakine. Et je crois que c'est normal, et c'est tout à fait fondé. Alors les autres médicaments, donc voilà, le registre nord-américain. Donc, vous avez ici en zone bleue les médicaments pour lesquels, pour l'instant, on est assez confortable, c'est-à-dire qu'on est globalement, vous voyez, aux alentours du taux de malformation dans la population générale. Donc, vous avez le Lamictal, vous le savez tous, le Keppra, le Tegretol, le Diidan, le Trileptal et le Neurontin. Alors, il y a des médicaments sur lesquels on a vraiment énormément de recul, Lamictal, Tegretol, etc. Il y en a, Trileptal, Neurontin, sur lesquels on a beaucoup moins de grossesses répertoriées dans les registres, il faut être honnête. Ensuite, ici, vous avez en fait une zone intermédiaire où quand même on commence à trouver que le taux de malformation est quand même un peu élevé. C'est le cas de l'Epitomax, c'est le cas du Gardénal. Ici apparaît une benzodiazépine, mais je crois que vraiment là on ne peut rien dire parce que vous voyez, il n'y a que 64 grossesses qui ont été répertoriées. Donc 64 grossesses, ça ne veut rien dire. Et puis, dans la zone qui est ici grise, la dépakine toute seule, qui apparaît comme étant clairement le médicament antiépileptique qui est le plus à risque de malformation fétale. Donc, globalement, comment on va gérer finalement un désir de grossesse chez une jeune femme épileptique ? Eh bien, on va le gérer, je vous le disais, mais très très en amont. Et ce qui va être important, c'est de voir la patiente, mais pas toute seule. Parce qu'en fait, un projet de grossesse, ce n'est pas un projet individuel, c'est un projet de couple. C'est-à-dire qu'on est deux à faire des enfants, on sera deux à les élever, voilà. Et donc, ce qui est quand même très important, c'est que sur ces consultations préconceptionnelles qu'on fait, c'est qu'on puisse avoir également le conjoint. C'est-à-dire que à la fois la patiente, mais également son conjoint, puissent recevoir tous les deux l'information sur le risque lié aux médicaments, sur comment ça va se dérouler, etc. C'est très important de programmer bien en amont parce que ça permet aussi de réévaluer la nécessité du traitement. Une épilepsie, une patiente avec une épilepsie qui va bien depuis des années, est-ce que ce n'est pas le bon moment d'arrêter le traitement et de lancer une grossesse sans médicaments, une patiente qui est sous dépakine, clairement, et qui nous dit « je vais être enceinte », on va changer, on n'aura pas le choix.
Donc, il va y avoir, voilà. Et puis, ce qui va être important aussi, c'est de réduire le nombre de médicaments, parce que pour l'instant, je vous parle des médicaments un par un, mais quand il y a beaucoup de médicaments, ce qu'on appelle la polythérapie antiépileptique, ce qui peut arriver dans des épilepsies très difficiles à équilibrer, il y a en soi une augmentation du risque de malformation. Plus il y a de médicaments, plus ça augmente le risque. Donc, il va falloir simplifier, enlever donc, des molécules, baisser les doses. Enfin, il va falloir être sur un traitement le plus minimaliste possible le temps de la grossesse. Et vous voyez bien tout de suite arriver le risque de déséquilibre. Ça va un petit peu de soi. Donc, il va falloir donc bien informer le couple. Il va falloir se mettre en concertation avec le gynécologue, parce qu'un suivi de grossesse, c'est pas que le neurologue. C'est le gynéco-obstétricien, c'est l'anesthésiste, c'est ensuite le pédiatre. Enfin, vraiment, il faut qu'il y ait une équipe qui soit un petit peu soudée. Alors, soit c'est sur le même site, et donc là, on se connaît bien, ça pose aucun problème. Soit c'est sur des sites différents, et à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un long courrier dès la consultation préconceptionnelle qui part vers les gynécologues obstétriciens pour rappeler un petit peu les enjeux en termes d'épilepsie, et surtout pour qu'ils aient nos coordonnées. C'est-à-dire que s'il y a le moindre problème, ils peuvent nous contacter à tout moment. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis, éventuellement, donc, quand vraiment le désir de grossesse est affirmé et qu'on dit top départ, voilà, vous pouvez arrêter la contraception, on y va. On va souvent mettre un petit peu de folate en préconceptionnel. Je vais être complètement honnête avec vous, c'est-à-dire que pendant très longtemps, on a cru que le fait de donner de la vitamine B pouvait un petit peu diminuer le risque de certaines malformations neurologiques. Maintenant, on en est un petit peu moins certain. Dans la population générale, chez toute jeune femme enceinte, c'est recommandé de supplémenter en acide folique, mais sur des doses plutôt basses. Nous, on donne des doses plus importantes, puisque ce qui est recommandé par les gynécos, c'est 0,4 mg par jour, et nous, on donne 5 mg. Mais voilà, on continue à le faire un petit peu en principe de précaution.